Nous sommes de nouveau en liaison avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW. Avec nous aujourd'hui, Rémi Mallet. Bonjour Rémi. Bonjour Gauthier, bonjour à toutes et à tous. On commence par la situation en Allemagne. Le pays a défendu son plan énergétique face aux critiques européennes. Oui, l'annonce la semaine dernière par l'Allemagne de nouvelles aides évaluées à 200 milliards d'euros a irrité ses partenaires européens, certains l'accusant de faire cavalier seul. Mardi, hier, donc, Berlin a fait valoir à travers son chancelier Olaf Scholz que ces mesures ne sont pas isolées et ont été prises ailleurs. Les mesures que nous prenons sont justifiées, a estimé le chef du gouvernement allemand. Cependant, l'Allemagne se voit reprocher un double langage, plaider l'austérité à Bruxelles, tout en dépensant elle-même sans compter. Le montant et le caractère non coordonné de l'initiative font craindre à certains pays des distorsions de concurrence, car tous les États européens ne peuvent pas débloquer une telle somme. Un point de vue que ne partage pas l'Allemagne. Pas du tout, car en plus des mesures similaires dans d'autres pays européens, Berlin estime que son plan s'échelonnera sur plusieurs années, ce qui empêchera de trop grandes distorsions. Le chancelier a par ailleurs refusé la mise en place au niveau européen de nouveaux instruments d'emprunt commun pour répondre à la crise, à l'instar du plan de relance post-Covid de 2020. Il a appelé plutôt à utiliser les sommes débloquées en 2020, dont une grande partie n'a pas encore été dépensée par les États européens. Toujours dans ce contexte de la crise énergétique, l'Allemagne a reproché aux États-Unis ce mercredi de vendre le gaz à des prix astronomiques. Certains pays, même amis, obtiennent parfois des prix astronomiques. Cela pose problème. C'est ce qu'a déclaré un Robert Habeck, c'est le ministre allemand de l'économie, lors d'une interview au quotidien régional Neue Osnabrücker Zeitung aujourd'hui. Il est bien de rappeler qu'après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a d'abord considérablement baissé ses livraisons de gaz à l'Allemagne avant de les arrêter début septembre pour assurer sa sécurité énergétique donc et sauver son industrie. Berlin a dû diversifier ses fournisseurs et augmenter ses achats de gaz liquéfié GNL. L'Allemagne s'est notamment tournée vers les États-Unis, dont la part dans les importations européennes de GNL a grimpé de 28 à 45 entre 2021 et 2022. Le ministre allemand donc Habeck a donc particulièrement ciblé les fournisseurs américains, appelant à une solidarité pour amortir les prix du gaz. On quitte à présent l'Europe pour l'Afrique pour parler des derniers développements de la situation au Burkina Faso quelques jours après le nouveau putsch. Oui, la mission de la CEDEAO venue évaluer la situation au Burkina est repartie confiante mardi de Ouagadougou. La CEDEAO a eu l'occasion d'avoir deux rencontres importantes. Une première avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, lui qui est membre de la délégation et aussi médiateur de la CEDEAO pour le Burkina. Mamadou Issoufou s'est dit totalement satisfait de l'entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, assurant que la CEDEAO allait continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Ibrahim Traoré s'est aussi engagé à respecter le calendrier de transition de son prédécesseur. Tout à fait, le nouvel homme fort du Burkina Faso s'est félicité dans un communiqué hier soir du dialogue fructueux avec la délégation ouest-africaine. Il a assuré que Ouagadougou continuerait donc à respecter les engagements vis-à-vis de la CEDEAO, engagements pris sous l'ancien chef de la junte, le lieutenant-colonel Damiba. Les précédentes autorités s'étaient notamment engagées en juillet dernier sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Et pour terminer sur ce sujet, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner, l'homme d'affaires russe proche du Kremlin, Evgeny Prigojine, a apporté son soutien au nouveau dirigeant burkinabé. Washington a pour sa part mis en garde Ouagadougou contre les risques d'un appel à ce groupe paramilitaire aux agissements décriés. Avant de boucler ce duplex, on s'intéresse à présent à la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa depuis le début de semaine, et ce, à un mois du sommet sur le climat prévu en novembre en Égypte. Un front commun des pays forestiers semble se dessiner.
Oui, hein, tout à fait. L'annonce a été faite par la ministre de l'Environnement de la RDC, F. Bazaïba. F. Bazaïba qui souhaite la formation prochaine d'un front commun des grands pays forestiers que sont la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. Il s'agira pour eux de se présenter en force aux négociations sur le climat et la biodiversité pour parler préservation du couvert forestier, mais aussi de l'accès aux finances climat et du prix de la tonne de carbone. Comme nombre d'autres pays en développement, la RDC aura de plus en plus de mal à opérer un choix entre la lutte contre l'extrême pauvreté et la lourde facture donc à payer pour l'adaptation au changement climatique si les pays industrialisés ne lui offrent pas d'alternatives technologiques et financières conséquentes. Nous avons besoin d'oxygène, nous avons aussi besoin de pain. Voilà comment a réagi aussi Madame Bazaïba. Le Premier ministre congolais s'est quant à lui emporté contre ceux qui voudraient empêcher la RDC d'exploiter son pétrole, alors que des pays européens viennent de renouer avec des énergies polluantes pour compenser le déficit d'énergie provoqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les appels d'offres pour 30 blocs pétroliers et gaziers annoncés en juillet par le gouvernement congolais ont néanmoins suscité des critiques. Des critiques notamment de la part des organisations de défense de l'environnement qui estiment que l'exploitation pétrolière dans les forêts et tourbières du bassin du Congo risque de libérer de grandes quantités de carbone. Quant à l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, il a déclaré que Washington avait demandé à Kinshasa de renoncer aux blocs situés dans des zones sensibles, forêts ou tourbières. Il a également jugé possible de trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le bassin du Congo et les exigences de développement et de création d'emplois. On parle toujours du climat, mais cette fois au Cap en Afrique du Sud, où les pays africains ont émis à l'occasion de l'événement Green Energy Africa le souhait d'avoir plus d'investissements pour progresser vers l'élimination des énergies fossiles. Oui, tout à fait. L'Afrique s'est engagée à atteindre des émissions nettes de carbone nulles, mais elle a besoin de plus d'argent et de temps pour s'éloigner des combustibles fossiles sans compromettre son développement économique. Ainsi, donc, des responsables du Ghana, d'Afrique du Sud et de l'Union africaine ont déclaré que le continent n'était pas prêt à abandonner le charbon, le pétrole et le gaz. En vertu de l'accord de Paris de 2015, les nations riches ont l'obligation d'aider les pays en développement à réduire leurs émissions dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique, mais elles n'ont jusqu'à présent pas respecté leurs engagements. Le financement de la transition écologique de l'Afrique sera probablement, Gauthier, un des principaux points chauds de la COP27 de novembre au Caire. Merci à vous, Rémi Malé. Merci, je vous en prie.